Cet appartement était classé en G et sur le marché depuis des mois. Estimé à 90 000 €, le téléphone ne sonnait pas. Il s'est vendu 107 500 € 30 jours après notre intervention et une petite négociation de 2 500 €. Entre les deux, 7 500 €. Voilà, tu as tous les chiffres. Maintenant, je vais te dire quelque chose que la plupart des vidéos comme celle-ci ne te diront pas. Ces chiffres ne veulent rien dire du tout si tu les prends seul. Si tu es venu chercher les 3 travaux magiques à faire sur un logement classé G, je peux te le dire tout de suite, cette vidéo n'est pas faite pour toi. En revanche, si tu es un agent immobilier et que tu en as assez de défendre un prix avec pour seule arme, oui, il y a des travaux, etc. Ce que je vais te donner ici, c'est bien mieux qu'une liste. C'est la manière de regarder un bien qui te permettra de construire ta propre liste. Mais avant de commencer, 2 petites choses. La première, c'est abonne-toi. Chaque semaine, je publie une vidéo qui dévoile une partie de mes connaissances, de mes raisonnements qu'un agent immobilier doit connaître pour analyser et valoriser un bien. Deuxièmement, reste bien jusqu'à la fin parce qu'à la fin de cette vidéo, je vais te raconter comment je suis arrivé à créer cette méthode et je te préviens tout de suite, c'est pas du tout l'histoire que tu imagines. Elle n'a pas du tout commencé côté vendeur, elle a plutôt démarré côté acheteur parce que pendant des années, j'ai été la personne à qui les acheteurs faisaient appel pour aller négocier un bien. Mon métier était d'aller chercher les défauts du bien pour pouvoir négocier le meilleur prix. Mais alors tu dois te demander comment on passe de ça à former des agents immobiliers. Je te raconterai tout à la fin de cette vidéo et j'en profiterai pour t'expliquer comment candidater à ma prochaine formation. Alors, les vrais comptes, tout de suite, on commence par là et pas à la fin, c'est un choix. Estimation de départ, 90 000 €. Travaux réalisés, 7 500 €. Prix de vente final, 107 500 €. L'écart de prix, c'est dans le titre, tu l'as compris, c'est 17 500 €. La plus-value réelle travaux déduits, c'est bien entendu 10 000 €. Cette plus-value de 10 000 €, je ne peux pas l'attribuer uniquement aux travaux. Je ne suis pas en train de te dire, mets 7 500 récupère 17 500, ce serait faux, et au fond, tu le sais déjà. Ce que ce cas montre aujourd'hui est beaucoup plus utile. Avant de baisser le prix d'un bien qui ne se vend pas, il faut d'abord comprendre pourquoi le marché ne lui reconnaît pas sa valeur. Alors maintenant, je vais te faire le portrait d'un bien invendable. Pour situer les choses, je ne suis pas agent immobilier. J'interviens sur le bâtiment, l'énergie, la valeur et comment je suis arrivé là. Je te le raconte dans quelques minutes, mais pour l'instant, regardons le bien. Un appartement d'avant 1948 qui est dans une copropriété avec un chauffage électrique, un ballon d'eau chaude électrique. Sur le papier, il a des atouts, bien placé, surface correcte, agencement très logique. Dans la réalité, voici ce que vivait un acquéreur en visite. Il entre, première information, l'odeur. Tabac froid incrusté partout, l'ancien locataire fumait. Deuxième information, il n'y a aucun bruit de ventilation. La VMC était coupée depuis longtemps, air confiné, humidité, traces de moisissure qui apparaissaient partout. Puis le regard prend relais, peinture jaunie, moisissure, revêtement daté. Donc fais le compte de ce qui se passe dans la tête de cet acquéreur. Il n'a pas encore regardé la lumière, l'orientation, il a déjà accumulé une liste de choses qui ne va pas. Dans une transaction immobilière, une liste de problèmes se transforme toujours en une seule chose, de la négociation, et le prix de 90 000 € envoyait un deuxième signal en disant « ce bien a un problème ». Les 2 réflexes qui coûtent cher, c'est quoi? C'est face à ce bien, il y a 2 réponses classiques. Les 2 sont des impasses. Réflexe numéro 1, il est en G, il faut une rénovation énergétique, isolation des murs, changement de système de chauffage, ventilation. On arrive facile à 30 ou 40 000 sur un bien à 90 000 €. Absolument impossible. La marge part en fumée et personne ne finance ça uniquement pour vendre. Réflexe numéro 2, il ne se vend pas, il faut baisser le prix. C'est plus rapide, c'est indolore pour l'agent et ça envoie au marché le signal le plus toxique qui soit. Ce bien a un problème, attendez encore un peu, ils vont finir par descendre vraiment au ras des pâquerettes.
Je vais te donner les 3 lectures qu'il faut savoir faire. C'est ça le vrai contenu de cette vidéo. Première lecture, le DPE, ce qu'il dit, ce qu'il ne dit pas et sur quoi on peut agir. Premièrement, ce qu'il te dit, c'est une performance théorique issue d'un calcul conventionnel sur un bâti avec des équipements pour un usage standardisé. C'est une photo technique à une date, c'est utile, c'est opposable. Mais ce que ça ne te dit pas, c'est exactement là où ton métier commence. Il ne te dit pas ce que le logement coûte réellement à celui qui l'occupe. Le calcul suppose un usage moyen et pas un usage réel. Il ne te dit pas le confort ressenti. Un logement peut être classé G et être agréable. Celui-ci l'était. Il ne te dit pas combien coûtent les travaux, ni lesquels ont du sens. Ça, c'est l'audit énergétique qui pourra te le dire. Et il ne te dit surtout pas où se trouve la valeur. Et sur quoi peut-on agir? Là aussi, il faut connaître les cartes, les leviers, et sache que pour pouvoir faire une rénovation énergétique, il y en a 6. On a les toitures, les murs, les planchers bas, les menuiseries, la ventilation, le système de chauffage, l'eau chaude sanitaire et le levier que presque personne ne regarde, l'énergie utilisée elle-même. Ces 6 familles, sur un bien donné, elles n'ont ni le même coût, ni le même effet sur l'étiquette, ni même le même effet sur le confort réel et sur la valeur du bien. Sache que la valeur du métier, c'est d'être capable de jouer avec ces 6 leviers. C'est ça ma valeur ajoutée. Et c'est ça la valeur ajoutée que j'enseigne aux diagnostiqueurs que je forme à l'audit énergétique. Lecture numéro 2. Les 3 valeurs qu'on confond en permanence. C'est probablement le passage le plus important de cette vidéo. Quand on parle de valeurs dans l'immobilier, on a tendance à mélanger 3 choses complètement différentes. La première valeur, c'est la valeur vénale, celle que tu as l'habitude d'estimer. C'est le prix probable sur un marché donné, à un moment donné, entre un vendeur et un acquéreur qui sont normalement informés. C'est ton cœur de métier, tu sais le calculer avec la méthode des comparaisons, avec ton logiciel. Normalement, tu as été formé à cette méthode-là. La deuxième valeur, la valeur d'usage, c'est ce que le bien permet de faire à celui qui l'achète. Il peut très bien y vivre, y loger un enfant étudiant, le louer à l'année, l'exploiter en meublé, y travailler. La valeur d'usage n'est pas la même pour 2 acheteurs différents devant le même bien. Elle dépend bien évidemment du projet de l'acquéreur. La troisième valeur, c'est la valeur perçue. Que l'acquéreur, il croit en visite dans les 90 premières secondes. Elle se construit avec une odeur, un silence, une lumière, un interrupteur jauni, une mauvaise lettre DPE. Elle n'est pas rationnelle, elle est décisive. Maintenant, appliquons ça sur ce cas-là. La valeur vénale, environ 90 000 €. La valeur d'usage, très élevée. Il est bien placé, l'agencement il est logique, le confort il est réel malgré le G. Et la valeur perçue, alors là, c'est catastrophique. Ce bien ne se vendait pas à cause du seul de ces 3 éléments qu'aucun logiciel d'estimation ne calcule. Et voilà le vrai diagnostic. Le logement n'a pas un problème de prix et n'a pas non plus un problème de DPE. Il y avait un écart entre sa valeur d'usage et sa valeur perçue. Tout le travail a consisté à réduire cet écart, pas à changer une lettre, même si au final, à la fin, on a changé la lettre. Lecture numéro 3. Qu'est-ce qui est réellement recherché? Avant de décider quoi que ce soit, il faut savoir ce qui est recherché sur ce type de bien, dans ce secteur et à ce niveau de prix. Toi, tu trouves important, parce que ton vendeur trouve important, ce que le marché réel de ce bien vient chercher. Un logement à 90 000 € dans ce secteur, mais qui l'achète? Un primo-accédant qui veut arrêter de payer un loyer, un investisseur locatif qui regarde un rendement, un exploitant de meublé touristique qui regarde une nuitée à un emplacement, ou bien un parent qui loge son fils étudiant pendant 3 ans. Ces 4 acheteurs ne regardent pas le même bien. Ils n'ont pas le même horizon de détention, pas le même rapport aux travaux, pas le même rapport au DPE et surtout pas la même valeur d'usage pour exactement le même appartement. Tant que tu ne sauras pas lequel tu vises, tu ne peux pas décider où mettre 1 €. Tu peux seulement en mettre partout. Et c'est comme ça qu'on arrive à des valeurs de 30 à 40 000 € de rénovation sur un bien à 90 000 €. Alors, qu'a-t-on fait avec ces 7 500 €? On a donc croisé les 3 lectures, les leviers techniques,
l'écart d'usage et le profil d'acquéreur visé. Budget total, environ 7 500 €, répartis à la grosse comme ça. 2 500 € de ménage et de remise en peinture, sachant que la partie ménage était quand même plus importante que la partie remise en peinture, et 5 000 € de travaux de rénovation énergétique. Je vais m'arrêter là. Volontairement, je ne vais pas te donner la liste exacte des postes de rénovation énergétique que j'ai fait. Pas pour entretenir le mystère, mais parce qu'en fait, cette liste, elle te servirait à rien. Je m'explique. Si je te dis, voilà les travaux à faire sur un bien qui est en G, tu vas les refaire ailleurs, sur un bien qui n'a ni le même bâti, ni le même type d'acquéreur, ni le même écart entre usage et perception, et tu vas dépenser l'argent de ton vendeur pour absolument rien. Ces 7 500 € là, si tu prends une maison rurale chauffée au fioul avec un assainissement non conforme et une toiture fatiguée, ce serait une erreur. Et ça suffirait probablement pas. Les compétences, ce n'est pas la liste que je pourrais te donner ici. Ce que je peux te donner en revanche, c'est le principe de l'arbitrage. Il tient une phrase. Chaque euro devrait faire disparaître un point d'incertitude ou un levier de négociation. Applique ça à tous tes biens et tu trouveras ta propre liste. L'outil qui projette l'audit énergétique. Un point important parce que je vois circuler beaucoup de bêtises. Un DPE projeté, aujourd'hui on ne l'utilise plus, ça n'existe plus. Un DPE, ça constate un état à une date donnée. Il est opposable, il ne se projette pas. Bricoler une étiquette hypothétique et l'agiter devant un acquéreur, c'est au mieux de l'amateurisme, au pire, une source de contentieux. L'outil qui projette vraiment, c'est l'audit énergétique. Si les diagnostiqueurs ont une formation de 70 heures pour pouvoir faire des audits, ce n'est pas pour rien. Sa raison d'être, c'est de présenter des scénarios de travaux cohérents avec la performance à atteindre à chaque étape et les ordres de grandeur au niveau des coûts. Maintenant, le résultat. Remis sur le marché et le discours change complètement. Avant, on avait un bien qui était classé en G. Après, on avait un logement qui a été assaini avec les gros problèmes qui ont été traités et dont la trajectoire énergétique était documentée. Les visites reprennent, les acquéreurs entrent dans leurs premières impressions positives et se projettent. Le G est toujours là sur le papier, mais il n'arrive plus tout seul. L'incertitude, elle est complètement levée. Du coup, on a eu une offre rapidement, l'une d'elles à 107 500 qui a été acceptée sans négociation. Et il y a un dernier détail qui valide tout et je vais le raconter car il concerne les trois valeurs. Les acquéreurs n'y comptent pas y habiter, leur projet c'est la location touristique. Autrement dit, ils n'ont pas acheté un appartement qui est classé en G. Ils ont acheté un placement et un potentiel de rendement. Dans leur équation, le DPE ne pesait presque rien. Leur valeur d'usage à eux était bien supérieure à ce qu'on avait imaginé au départ. Et est-ce que l'agent l'avait vu au démarrage? Eh bien non. Est-ce qu'il aurait pu le savoir? Oui, il suffisait de se demander qui recherche ce bien-là et pourquoi faire. C'est exactement là que tu peux créer une valeur que personne d'autre ne crée. Donc le vrai secret d'agent, et j'ai dit secret dans le titre, je vais être honnête jusqu'au bout, ce n'en est pas un. Ce n'est pas un secret, c'est une compétence. Elle tient dans une question que tu peux te poser dès demain et sur n'importe lequel de tes mandats. Qu'est-ce que l'acquéreur va découvrir dans 3 semaines et utiliser pour négocier? Et qu'est-ce que je peux traiter aujourd'hui avant même la première visite? 3 choses à retenir. 1. Un bien qui se vend pas n'est pas forcément trop cher. Il a souvent un écart entre ce qu'il permet de faire et ce qu'on en perçoit. Ton travail, c'est de réduire cet écart, pas de baisser le prix. 2. Le défaut ne coûte pas cher. C'est l'incertitude qui crée le doute et qui coûte cher. 3. Le DPE est une information, pas une sentence. Sache ce qu'il dit, sache ce qu'il ne dit pas et sache sur quel levier on peut agir, de préférence à moindre coût. Le bâtiment parle, encore faut-il connaître sa langue. Maintenant, comme promis au début de cette vidéo, je vais te raconter d'où vient cette façon de raisonner. Alors, comment j'en suis arrivé à créer cette méthode? Alors, je suis pas né dans le bâtiment avec un diplôme d'expert. J'ai dû en apprendre les codes, les techniques et les métiers. J'ai découvert l'immobilier par l'argent. Mon premier contact avec ce métier, c'était le financement, le crédit, la capacité d'emprunt,
la faisabilité. À cette époque, la seule question que je savais poser à un projet immobilier, c'était combien peux-tu acheter? Puis je suis passé du côté technique. J'ai développé mon expertise bâtiment et mon expérience énergétique et ma question a changé. Elle est devenue qu'est-ce que tu achètes réellement? Et c'est là que je suis passé de l'autre côté de la barrière. Pendant des années, j'ai accompagné les acquéreurs avant leur achat, j'examinais les biens, j'identifiais les défauts, j'évaluais les travaux, je faisais les audits et je leur donnais des éléments concrets pour négocier leur prix d'achat. Je sais ce qu'un acquéreur cherche, ce qu'il trouve et ce qu'il veut en faire ensuite. Le deuxième déclic est venu de la formation. Quelques années plus tard, j'ai commencé à former des diagnostiqueurs immobiliers à l'audit énergétique. Et là, j'ai rencontré un problème que je n'avais pas anticipé. Quand un bureau d'études travaille avec un client, il peut lui parler. Quel est votre projet? Vous rénovez pour habiter, pour louer, pour revendre. Le diagnostiqueur, lui, il est dans une situation différente. Il est missionné et payé par le vendeur, mais son audit énergétique va servir et informer l'acquéreur. Cet acquéreur, il ne le rencontrera probablement jamais. Alors il a fallu que je sois inventif pour construire des scénarios de travaux pertinents pour quelqu'un dont on ne connaît ni le budget, ni les objectifs, ni le projet, donc ni la valeur d'usage que donnera le bien. Et pour pouvoir l'enseigner à mes stagiaires, j'ai dû construire mes propres grilles et mes propres raisonnements. Et un jour, j'ai fait le rapprochement. D'un côté, je savais comment un acheteur analyse les défauts d'un bâtiment pour négocier son prix. De l'autre, j'avais développé des méthodes pour analyser un bâtiment et construire des scénarios sans connaître l'acquéreur. Alors, je me suis posé la question qui a tout déclenché. Pourquoi attendre que l'acheteur découvre les problèmes du bien pour commencer à les traiter? Pourquoi ne pas utiliser ces connaissances avant même la mise en vente pour anticiper les objections, identifier les points faibles, révéler les points forts et choisir éventuellement quelques travaux réellement pertinents qui permet de mieux défendre la valeur du bien. Mais voilà, je ne voulais pas m'arrêter à cette simple intuition. Une idée qui vient du terrain, c'est bien, mais ça ne suffit pas. J'ai donc décidé de confronter cette approche à une discipline entièrement centrée sur la valeur, à savoir l'expertise en valeur vénale, et c'est pour ça que je suis retourné en formation sur l'expertise en valeur vénale. Et pendant cette formation, plus on avançait dans la formation, et plus je retrouvais les mécanismes, l'état du bien, ses caractéristiques, ses travaux, son usage, son potentiel, son environnement, les différentes méthodes par comparaison, etc. Et surtout, je me suis rendu compte que la valeur n'était pas une valeur réelle, mais une valeur perçue. Et là, j'ai remarqué que l'usage et la perception, ils sont traités comme des composantes de la valeur, pas comme du décor. Ça m'a conforté dans une conviction, le bâtiment, les travaux, l'usage et la valeur immobilière sont intimement liés. Donc non, l'éco-consultant immobilier n'est pas une idée du marketing, c'est né d'un problème que j'ai rencontré sur le terrain, que j'ai formalisé progressivement depuis 1 an, puis confronté à une autre discipline pour vérifier que ça tenait bien debout. C'est ça l'éco-consultant en immobilier. L'objectif, c'est pas de faire de toi un diagnostiqueur ou un thermicien ou un expert en bâtiment. L'objectif, c'est de te donner assez de connaissances pour faire le lien entre le bâtiment, son état technique, le DPE et ses limites, les travaux possibles, les usages recherchés, sa valeur immobilière, parce que tous ces sujets sont intimement liés. Et pourquoi j'ai pensé à faire ça? Eh bien, je vais te le dire franchement, je pense que le marché actuel, avec la crise et la concurrence, eh bien, ça a du bon. Ça va écrémer. Pour moi, un mauvais professionnel, ce n'est pas quelqu'un qui fait du chiffre, mais c'est quelqu'un qui délivre le minimum. C'est pour cette raison que j'ai décidé de former des agents immobiliers à la méthode éco-consultant. Et je vais être clair, je ne cherche pas à vendre une formation de plus, crois-moi, j'en fais déjà pas mal. Je veux former des pros qui vont acquérir une véritable culture du bâtiment, de la rénovation et de la valorisation immobilière. Même si tu fais pas beaucoup de chiffres aujourd'hui, ce ne sont pas les critères forcément qu'on va regarder. Nous, aujourd'hui, ce qu'on cherche, c'est des agents immobiliers qui sont motivés pour aller développer cette méthode et qui sont vraiment dans le conseil. Si tu remplis ces conditions, alors tu pourras rejoindre la prochaine promotion. Le lien de candidature est juste en dessous de cette vidéo, en commentaire épinglé. Et si tu n'es pas encore prêt, ce n'est pas un problème. Pense juste à t'abonner, comme ça tu pourras regarder les prochaines vidéos et quand même petit à petit un peu en compétence. Conclusion, cet appartement, il n'était pas trop cher, il était simplement mal compris. Sa valeur d'usage était bien réelle, c'était sa valeur perçue qui s'était effondrée et personne ne l'avait regardé sous cet angle. Abonne-toi et on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt!